ce webinaire sera consacré à notre nouvel outil de gestion de projet qui s'appelle ASAP. On va profiter de cette petite heure pour vous montrer un petit peu les principes autour de cet outil. Évidemment, il y aura une démonstration et puis une session de questions-réponses. Donc, je suis Nicolas Mattioni, consultant senior chez TeamSquare depuis 17 ans. Et on va dire que mon terrain de jeu favori sont les outils collaboratifs et les outils de gestion de projet. Et donc, c'est à ce titre que je vais vous présenter un petit peu les outils sur lesquels on planche chez TeamSquare. Donc, en termes d'agenda, comme je vous l'ai dit, on va faire une rapide introduction, vous rappeler très brièvement ce qu'est TeamSquare et nos activités. Ensuite, il y aura une petite introduction autour d'ASAP et pourquoi on avait décidé à l'époque de développer ASAP. Ensuite, évidemment, le cœur du webinaire sera la démonstration. Et ensuite, on terminera avec une slide autour de l'architecture et également des infos par rapport à notre roadmap 2025. Et pour terminer, une petite session de questions-réponses. Donc normalement, vous avez la possibilité de déposer vos questions dans le chat. Mes collègues sont connectés en parallèle, donc ils tenteront de répondre aux différentes questions en live et puis on prendra toutes les questions à la fin du webinaire. Alors, TeamSquare, rapidement, qui sommes-nous? Donc, TeamSquare, c'est quoi? C'est un cœur de métier autour du management de projet et du management de portefeuille de projet. Donc, c'est vraiment on va dire l'essence de TeamSquare. C'est vrai que ces dernières années, on s'est beaucoup diversifié sur différents cœurs de métier, mais le vrai, on va dire le vrai cœur de métier de TeamSquare, c'est vraiment le management de projet et le portefeuille de projet. On a pour certains plus de 20 ans d'expérience dans nos différents métiers. La force de TeamSquare, c'est aussi qu'on a des profils qui sont assez hétérogènes. On a des gens qui ont des formations différentes, des domaines d'expertise très différents, et ça donne une certaine richesse et ça nous laisse la possibilité de répondre à des missions de A à Z sans avoir à faire appel à d'autres sociétés. Donc on a vraiment une capacité à couvrir différents champs de compétences. Également, ce qu'il faut noter là, depuis la création de la société, c'est des partenariats qui durent. Donc, les éditeurs et les organismes autour de la gestion de projet nous font confiance et renouvellent chaque année le partenariat. Donc, pour nous, c'est plutôt une marque de confiance. Alors, en termes d'offres de services, on va dire qu'il y a 4 grands piliers. La délégation, tout d'abord, avec la mise à disposition de chefs de projet, la possibilité aussi on va dire, délocaliser ou en tout cas de mettre en place des PMO, soit chez vous, soit à l'extérieur de vos locaux. Avec aussi l'avènement de l'agilité, toutes les méthodes agiles, etc. On peut mettre à disposition aussi des Scrum Masters, ou en tout cas des profils qui ont plus attrait à l'agilité. Évidemment, il y a un pôle conseil qui est très important chez nous. Là, on va plutôt travailler sous la forme d'audit. On va vous conseiller sur les processus, sur les méthodes. On va pouvoir intervenir sur des domaines comme le portefeuille stratégique, par exemple, ou de la transformation. Il y a vraiment un champ de possibilités assez large. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site web pour voir un petit peu tous les domaines sur lesquels on est prêt à intervenir. Expertise technique, donc là, c'est plutôt on va dire le sujet du jour. On accompagne nos clients dans des déploiements, donc dans l'intégration de solutions de gestion de projet et d'outils collaboratifs. Et on a également notre propre équipe de développement avec nos développeurs en France, made in France, et également un pôle support. Maintenant, c'est support qui a beaucoup grandi ces dernières années.
où là, on va proposer une offre assez large de support, que ce soit un support fonctionnel ou support technique sur les outils. On a également beaucoup investi sur le pôle gestion du changement. Donc là, ça couvre beaucoup de secteurs de thématiques. Le change, ça peut être de la formation, du coaching, de la communication, etc. Donc on a aussi cette capacité à mettre à disposition des profils pour gérer ce genre de problématiques. En termes de localisation, donc basé à Lyon, basé à Paris, on couvre également la Suisse. On a une activité en Suisse qui est non négligeable. Donc on a plutôt un rayonnement français et suisse depuis quelques années. Donc trêve de bavardage, on va commencer à discuter d'ASAP. Déjà, c'est important de comprendre pourquoi on a décidé de développer ASAP et comment on l'a fait. Alors, pourquoi ASAP? En fait, c'est en observant les clients sur le terrain que nous est venue en fait l'idée de développer un outil comme ASAP. Sur ce terrain, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des niveaux de maturité qui étaient très hétérogènes. On a des niveaux de maturité qui peuvent être assez faibles en termes de. Quand on parle de niveau de maturité, ça va être sur de la gestion de projet, bien évidemment. On va avoir une maturité faible où là, finalement, les clients vont plutôt partir sur des outils assez simples de collaboration où on va faire de la gestion de tâches, on va planifier entre guillemets, parce qu'on n'aura pas forcément un moteur de planif, mais on va planifier des petits projets et on va plutôt travailler sur des méthodes autour du Kanban. De l'autre côté du spectre, on avait beaucoup de clients et on a toujours beaucoup de clients qui ont une maturité forte, où ils ont cette maturité pour mettre en place des outils de PPM, Portfolio and Project Management. Et là, on va couvrir des thématiques qui vont être beaucoup plus professionnelles et professionnelles, qui vont être beaucoup plus complexes et beaucoup plus élaborées en termes de gestion de projet. C'est pas exhaustif, mais là, on peut voir on parle de portefeuille stratégique, le cycle de vie de projet, de la gestion de programme, la gestion aussi des feuilles de temps, avec l'avancement dans les projets, etc., etc. Et en fait, on avait du mal à proposer un outil suffisamment pertinent pour les gens qui étaient un petit peu entre les deux, avec ce niveau de maturité intermédiaire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui sont en fait qui nagent entre ces deux eaux. Et c'est comme ça que nous est venue en fait l'idée de développer ASAP avec une approche plutôt pragmatique, c'est-à-dire qu'on l'a un petit peu designé avec nos clients, main dans la main. Et là, on arrive avec des choses qui sont très pragmatiques, vous allez voir. On va vouloir gérer un portefeuille opérationnel, par exemple. Je veux lister tous mes projets dans un portefeuille. Je veux simplement mettre en place des fiches projets pour faire de la communication. Je veux pas forcément aller jusqu'à du time sheeting, de la feuille de temps, mais je veux pouvoir quand même avoir un rapport d'état sur mes projets. Où est-ce que j'en suis, quels sont quel est l'avancement sur un projet, quels sont les critères qualitatifs et quantitatifs. Et également, ce qui revient très souvent sur ce niveau de maturité intermédiaire, c'est la notion de plan de charge. On veut savoir ce que font nos ressources et est-ce qu'on aura la capacité à délivrer dans le futur par rapport à notre bande passante. Donc c'est vraiment l'idée d'ASAP, elle est vraiment née de ce constat-là. Donc ça veut dire aussi qu'on n'est pas là pour remplacer les outils collaboratifs, vous allez le voir, et on n'est pas là pour venir forcément concurrencer des outils de PPM à proprement parler. On est vraiment là, on s'insère en fait dans l'offre un petit peu au milieu donc de ce niveau de maturité. Donc c'est un produit qui a été créé en 2013, donc il y a déjà 11 ans d'existence. Ce produit, en fait, donc déjà pour la petite histoire, ASAP, c'est l'acronyme de As Simple as a Project. Donc les principes dès le départ, ça a été de faire quelque chose de simple. Donc le simple est très important dans la notion de ASAP.
Vous allez le voir, l'objectif, c'était pas de créer une usine à gaz, c'était de faire quelque chose d'assez pragmatique et assez simple d'utilisation. Simple, mais global, parce que vous allez le voir, on a quand même la capacité à proposer différentes briques dans l'outil, et ça permet quand même de couvrir un spectre qui est assez large. À l'époque, donc, les fondements techniques de l'époque, c'était plutôt du SharePoint serveur, hein, donc le cloud n'était pas encore complètement répandu chez nos clients. Donc ça a été plutôt le choix technique de l'époque. On pouvait l'installer soit directement chez le client, soit proposer un hébergement à distance. Et donc aujourd'hui, on bénéficie d'un retour d'expérience de plus de 10 ans. Et par rapport à ce retour d'expérience, on a décidé on n'a pas tout révolutionné, vous allez le voir, on a simplement voulu faire évoluer l'outil, notamment. Alors, on veut garder de toute façon toujours les mêmes piliers, hein. Donc, simplicité, vous allez voir, l'outil, c'est quelque chose de très facile à prendre en main. Il n'y a pas forcément besoin de longues journées de formation pour pouvoir le prendre en main. Donc ça reste déjà un des principes de base. Un autre axe où on a beaucoup travaillé, c'est la modularité. C'est-à-dire que je ne déploie que ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas forcément besoin par exemple, j'en sais rien, du plan de charge ou de la feuille de temps ou des choses comme ça. Je vais pouvoir faire de la modularité, que ce soit au niveau fonctionnel et au niveau technique. Extensible, étant donné qu'on se base sur un modèle SharePoint, on a cette capacité à étendre l'outil et à lui faire des choses qui n'étaient pas forcément prévues au départ. L'idée étant de répondre au maximum aux besoins et de faire quand même quelque chose d'assez sur mesure pour les clients. Le dernier axe, c'est esthétique. On a beaucoup retravaillé la partie esthétique. L'idée, c'est quand même de donner envie aux utilisateurs de se connecter sur l'application. Donc, on a fait un gros effort sur l'esthétique, et c'est pour ça qu'on a décidé de basculer aussi dans le cloud de Microsoft. Donc, c'est une application qui est 100% cloud Microsoft et qui se base en fait sur un socle technique qui est très robuste, avec du SharePoint online, un petit bout de Power Platform, vous allez le voir, et également un petit bout d'Azure pour certaines fonctionnalités. En termes de positionnement de marché, alors c'est assez difficile de se mettre dans le cadran Microsoft, hein, pour reprendre un petit peu les outils que vous connaissez peut-être. Mais grosso modo, on va avoir un planeur qui va être plutôt en bas à gauche du cadran pour une utilisation plutôt ponctuelle. On est plus proche de l'outil collaboratif et de gestion de tâches. Et alors, je vais afficher l'ensemble de l'offre. Nous, si vous voulez, on va essayer de se positionner entre un project for the web ou un project online et un planeur. L'idée étant de couvrir un maximum de fonctionnalités. On tend quand même à aller vers le haut du cadran sur certaines fonctionnalités, mais on est là pour couvrir cette espèce de zone intermédiaire, comme j'en parlais tout à l'heure, par rapport au niveau de maturité. Eh bien, je vous propose qu'on switch tout de suite sur la démonstration. La démonstration va se passer en 3 phases. Donc, première phase, on va plutôt être focus sur la partie projet. On va regarder un petit peu ce qu'on va être capable de faire en termes de projet. Ensuite, on aura une phase plutôt ressources. Comment on va gérer des ressources et comment on va articuler les choses autour du plan de charge. Et pour terminer, on fera un petit focus sur tout ce qui est reporting et partage en fait d'informations sur l'application. Alors, je vous propose de switcher tout de suite sur mon navigateur. Et donc voici la page d'accueil de ASAP. Donc, on est dans un environnement SharePoint Online, hein. Comme vous pouvez le constater, on va pouvoir en fait travailler sur l'aspect déjà modulaire dès la page d'accueil.
Là, typiquement, c'est une page d'accueil qu'on a designée de manière complètement arbitraire. On pourrait tout à fait la customiser et mettre des composants graphiques complètement différents sur cette page web. Donc là, sur cette page web, on a pris la décision de rajouter des boutons pour faciliter la navigation. On a mis quelques visuels en termes de graphiques, hein, en termes de dashboard, et on a affiché ce qu'on appelle chez nous la project grid. Donc c'est un des composants qu'on a développé autour de la gestion de projet. Donc cette project grid, on va pouvoir déjà interagir directement sur cette page d'accueil, mais je peux aussi y aller directement et me mettre en plein écran, comme ça on est un petit peu plus au large. Donc cette project grid, elle va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre d'accéder rapidement à mon portefeuille de manière assez graphique. Déjà, la navigation est assez rapide, on va pouvoir, toutes les données sont chargées, donc je vais simplement pouvoir faire de la recherche full text directement sur les données que m'affiche mon portefeuille. Je vais pouvoir faire un filtrage rapide sur, typiquement, si j'ai besoin de gérer par exemple les coûts. Je veux savoir quels sont les projets qui ont des problèmes en termes de gestion du budget ou pour lesquels j'ai une remontée d'alerte de la part des chefs de projet. Et ensuite, je peux me dire, tiens, sur ceux qui restent, je veux uniquement me focus sur ceux qui ont des problèmes de planification. Ça me donne en fait une tuile en fait d'accès à mon projet. Je vais pouvoir, juste au passage sur la souris, avoir déjà un certain nombre d'informations. Et ensuite, si je clique sur cette tuile, en fait, j'arrive sur ce qu'on appelle la fiche projet. La fiche projet, en fait, c'est quelque chose qu'on a voulu designer de manière assez graphique. On est sur une approche toujours modulaire avec des petits composants en fait que je vais pouvoir venir déposer, vous voyez, directement sur cette fiche projet. Donc l'objectif, c'était de proposer quelque chose d'assez attrayant et également esthétique. Un des intérêts, vous allez le voir, c'est que je vais pouvoir en fait mettre en page l'ensemble. Là, on a vraiment affaire à du SharePoint, hein. Je vais pouvoir en fait complètement personnaliser cette page. Donc la page qu'on vous propose en démonstration ce matin, elle pourrait être complètement redesignée, hein. Il y a certaines données qu'on ne veut pas forcément afficher, on pourrait tout à fait les enlever et venir piocher en fait dans l'ensemble des web parts qui sont proposés dans le catalogue. Donc ça déjà c'est une première approche donc je vais juste fermer cette page. Première approche, donc modularité, esthétisme. On va pouvoir déjà commencer à visualiser un planning avec un Gantt, hein, et des tâches qui vont venir se mettre sur un composant de type Gantt. Autre composant, on va dire, autre fonctionnalité intéressante, c'est le portfolio, donc le portefeuille opérationnel, où là, je vais avoir une vue, on va dire, beaucoup plus traditionnelle, avec un Gantt qui me reprend en fait l'ensemble des projets de mon portefeuille. Là aussi, l'idée, ça a été de proposer quelque chose d'assez attrayant et d'assez agréable à naviguer. Donc toujours les mêmes principes, hein. On va pouvoir filtrer sur uniquement les projets sur lesquels je veux être focus, et ensuite je vais pouvoir simplement visualiser les informations des projets qui s'affichent. Donc là, je vais remettre un petit peu l'ensemble du portefeuille. Sur ce portfolio, en fait, je vais avoir, vous allez le voir, la capacité à mettre à jour des indicateurs plutôt qualitatifs. Ces indicateurs qualitatifs sont, en fait,
on peut les personnaliser, c'est ça qui est intéressant par rapport à la solution. Mais aujourd'hui, on a vraiment axé ça sur 3 axes. En fait, on a la santé globale du projet, l'aspect coût et budget et l'aspect tenue des délais avec l'indicateur planning. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir personnaliser directement dans l'application. Vous voyez aussi qu'il y a la notion de site projet. Ce site projet, en fait, il permet de stocker l'ensemble des informations du projet. Donc si je clique dessus, on va arriver dans un site qui est dédié à mon projet. Donc là, par exemple, le projet Excelsior. Pareil, on a voulu retravailler la page d'accueil pour qu'elle soit la plus agréable possible à naviguer. Donc dans ce site projet, on va retrouver un certain nombre d'éléments, toujours un petit peu les mêmes éléments qu'on retrouve dans un projet traditionnel, une liste de tâches, un rapport d'état, hein, le fameux status report dont on se sert pour les critères quantitatifs et qualitatifs. Et on va pouvoir également lister des risques, stocker de la documentation, étant donné qu'on est dans du SharePoint Online. Et l'ensemble en fait de ces informations, on va le retrouver directement dans la page d'accueil de ce site projet. On va juste s'intéresser au status report, vous montrer un petit peu quel est le principe de ce status report. Le status report, il faut voir ça comme c'est une photographie du projet qu'on va faire à intervalles réguliers tout au long de la vie du projet. Donc là, par exemple, on voit que c'est un projet qui a démarré en janvier et à peu près tous les mois, on a le chef de projet réalise un rapport d'état et nous donne un niveau d'avancement et va remplir ces critères quantitatifs et qualitatifs. Donc en fait, on retrouve l'ensemble de ces informations dans la fiche en fait du rapport d'état, et je vais pouvoir comme ceci dire voilà, je vais donc là on en était au 11 mars par exemple. Si je me mets au mois de mars et que je me mets à la fin du mois par exemple, je dis là on était à 65, maintenant on est à 80%. La santé globale du projet est plutôt OK. Je vais pouvoir même mettre une description. Je vais pouvoir également définir un indicateur de planning. Donc là, je peux dire attention, j'ai une petite alerte sur le planning parce que je vais prendre par exemple du retard sur la fin de mon développement et je vais livrer un peu plus tard. Idem pour les coûts, où je vais pouvoir dire attention, il y a un warning qui se met en place sur les coûts parce que je suis en train de dépasser le budget. Et tout ça, en fait, ça va remonter directement dans le portefeuille. Donc les différents indicateurs, je vais les retrouver au niveau de mon portefeuille. Alors, il y a une gestion de tâches dans ASAP, mais qui n'utilise pas de moteur de planification. Donc ça veut dire que là, on s'est basé vraiment sur le modèle classique des tâches SharePoint, hein. Pour ceux qui sont familiers avec SharePoint, vous voyez qu'on peut quand même créer en fait un planning assez haut niveau sur lequel on va pouvoir venir interagir au niveau du rapport d'état. L'objectif, c'est pas de venir remplacer un project, hein. L'objectif, c'est vraiment de faire une planif assez haut niveau et de se dire voilà, quelles sont les grandes étapes dans mon projet et sur quelles étapes les ressources sont en train de travailler. Si je reviens en arrière, donc le status report, on en a parlé. Qui dit SharePoint dit liste SharePoint, donc je vais pouvoir par exemple stocker l'ensemble de mes risques et potentiellement même mes issues, hein, mes problèmes. Je vais pouvoir les stocker directement dans ce site projet, et je vais également pouvoir stocker de la documentation directement dans la bibliothèque de documents de mon site projet. Donc voilà un petit peu le principe du site projet. Pour terminer, je voulais aussi vous montrer, on va revenir sur la page d'accueil, hop. On va venir sur le centre de projet, juste pour vous montrer que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un projet dans ASAP? C'est simplement un élément dans une liste SharePoint, hein, ni plus ni moins. Donc ça veut dire qu'on a la capacité aussi à créer nos propres affichages directement dans SharePoint. Donc là, par exemple, on a pu mettre en place des affichages de manière très très simple.
juste en appliquant des filtres ou des styles sur des listes SharePoint. Donc ça, c'est vraiment à la main du client et ça se fait de manière assez facile. Également, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on veut créer un nouveau projet, par exemple, on n'est pas obligé de passer par les interfaces traditionnelles de SharePoint. On peut aussi proposer des interfaces en Power Apps, par exemple. Donc là, on est sur quelque chose en Power Apps. Donc pareil, on se base sur les briques de la Power Platform. Donc là, typiquement, c'est une fiche projet qui va permettre de créer un nouveau projet. L'idée étant, encore une fois, de faire quelque chose d'esthétique et de simple, de manière à pas avoir des formulaires abominables dans une application où on a des centaines de champs et où on ne sait pas ce qu'il faut forcément remplir à la création du projet. Donc voilà un petit peu le focus sur la partie projet. Ce que je vous propose, c'est qu'on switch sur la partie ressources maintenant. Donc là, les ressources, en fait, elles sont pareil, elles sont stockées dans une liste SharePoint. Donc vous voyez, j'ai mon pool de ressources qui est directement disponible dans ma liste SharePoint. La particularité de ces ressources, bon, et comme dans tout outil de gestion de projet, c'est qu'on va pouvoir définir des ressources génériques. Donc, par exemple, là, j'ai mon business analyst qui est une ressource générique. Et puis, j'ai tous mes business analysts qui sont des ressources nominatives. Donc, comme on le voit, la ressource générique, par définition, n'a pas de capacité de travail. Elle est à 0%. Et je vais définir une capacité de travail pour mes différents acteurs. Et on va le voir par la suite, ça va avoir une grosse importance, cette capacité de travail, parce qu'elle va nous aider en fait à mettre en place le plan de charge prévisionnel. Donc si vous voulez pas forcément mettre toutes les personnes à 100%, vous pouvez ajuster cette capacité. Si vous avez quelqu'un à mi-temps, par exemple, vous pouvez également ajuster cette capacité. Allons tout de suite sur le capacity planning. Alors, le capacity planning, c'est quelque chose qui est assez puissant sur cette application. On va dire qu'il fonctionne en deux parties. Donc déjà, on va se positionner sur la bonne plage de date. Donc je vais me positionner début de l'année. Qu'est-ce que je retrouve dans ce plan de charge prévisionnel? Dans la partie haute, je vais avoir toutes les demandes de staffing. Je vais retrouver en fait toutes les demandes qui n'ont pas encore été complétées, pour lesquelles je n'ai pas encore apporté une réponse. Donc typiquement là, je vois que sur le projet Excelsior, je vais avoir un besoin de développeurs, donc évidemment un développeur qui va dépendre du département IT, donc c'est automatique, pour une plage de date comprise entre le mois de janvier et le mois d'avril. Et sur la partie de droite, vous voyez, je vais pouvoir indiquer un FTE, en fait, je vais faire un équivalent temps plein. Donc là, je vois que au départ, on va avoir besoin d'un développeur, que au cœur pendant le cœur du projet, je vais avoir besoin plutôt de 2 développeurs, et sur la fin du projet, je vais être sur un besoin un petit peu plus restreint en termes de développeurs. Donc si je veux répondre en fait à cette demande, j'ai juste à la cocher et à dire reply to demand. Qu'est-ce qui se passe? On passe dans la partie basse sur les réponses. Et là, je vais devoir proposer des ressources nominatives pour pouvoir répondre à cette demande de staffing. Donc là, typiquement, je vais aller me balader dans le pool de ressources. Je sais par exemple que, on va prendre Julien. Julien a une capacité de travail de 1, donc il n'a pas le don d'ubiquité. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, si je ne réponds que Julien, je vois tout de suite que je vais avoir un problème en février et en mars, parce que je ne vais pas pouvoir couvrir le besoin en surstaffing en développement. Donc je vais créer une deuxième affectation, donc sur Excelsior, et je vais dire, par exemple, on va prendre Tayeb et on va dire que Tayeb intervient sur le mois de février, le mois de mars. Donc ça fonctionne de manière assez simple. On a une demande en haut, une réponse en bas,
et on va essayer de réconcilier en fait demande et réponse. Si j'ai un profil un peu plus haut niveau en termes de sécurité, je vais aussi pouvoir visualiser l'ensemble des départements. Donc là, par exemple, je vais pouvoir visualiser mes demandes de staffing sur du consulting, sur de la finance, etc. Donc j'ai vraiment l'ensemble j'ai vraiment une vision à 360. Également, je vais pouvoir me focus sur toutes les équipes, hein. Quelles sont les réponses, et puis je vais pouvoir même visualiser l'ensemble des demandes, celles qui sont en cours, et puis celles sur lesquelles on a déjà reçu une réponse. Donc, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir filtrer de manière assez simple, et on est sur des temps de réponse qui sont très rapides, étant donné qu'on se base sur une base Azure derrière, hein. Vous allez le voir juste après, je vous expliquerai un petit peu le principe. L'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de venir en fait alimenter un plan de charge prévisionnel qu'on va mettre à disposition sous la forme d'un dashboard, enfin d'un rapport Power BI. Donc on va basculer sur la dernière phase, la phase rapport et partage. Alors là, on a deux manières, on va dire, on a deux, trois manières de communiquer autour des données qui ont été entrées dans la base. La première, c'est quoi? C'est le dashboard. Le dashboard, c'est en fait un module de reporting, mais qui est propre à ASAP. C'est-à-dire que là, on est sur nos propres composants graphiques. Donc là, on va pouvoir en fait customiser différents dashboards, hein. Je pourrais très bien en créer 1, 2, 3, 4 et les sécuriser, hein, étant donné que je suis dans un site SharePoint. Et je vais pouvoir positionner toujours le même principe. Je vais positionner l'ensemble de mes composants graphiques directement dans ma page. Également, je vais pouvoir éditer en fait les différentes propriétés et donc travailler sur des aspects graphiques, mais également sur le contenu en fait. Quel champ je vais vouloir afficher et quel type de représentation graphique. Donc c'est quelque chose qui peut être assez puissant et sur lequel on continue à travailler. Vous allez le voir dans la roadmap, l'idée c'est de proposer le maximum de visuels pour pouvoir faire des dashboards le plus agréable possible. Ça, c'est une première manière de faire. Deuxième manière de faire, étant donné qu'on est dans du 100% cloud, les données, elles sont stockées dans SharePoint et elles sont stockées dans Azure. Donc, rien de plus simple que d'aller les récupérer dans un Power BI. Donc, si vous avez les licences Power BI Pro déjà dans votre tenante Microsoft 365, bah, vous pouvez mettre à disposition des visuels de ce type-là. Donc là, c'est un visuel d'exemple hein, pour la démonstration. Donc là, bah, on va pouvoir visualiser l'ensemble des informations, pays par pays, sponsor par sponsor, par exemple, avec un focus sur les différents éléments. Donc ça, c'est une vue assez simple. L'autre vue qui est intéressante, c'est mon fameux capacity planning. Donc tout à l'heure, je parlais si vous avez bien suivi, que en fait, on avait une capacité de travail. Cette capacité de travail, elle est fonction du centre de ressources, hein, on l'a rentré tout à l'heure au niveau du centre de ressources. Et à partir de cette capacité de travail, je suis capable de finalement mettre en musique cette capacité mois par mois. Je vais pouvoir dire, en fonction des critères que tu m'as rentrés dans le centre de ressources, je peux te calculer on va dire une capacité théorique. De l'autre côté, je vais additionner l'ensemble des demandes de staffing qui ont été complétées, et ça va me permettre de mettre en place un dashboard, en fait, un plan de charge prévisionnel sur lequel je vais pouvoir rapidement visualiser les surcharges ou les sous-charges, hein, profil par profil. Donc ça c'est typiquement c'est quelque chose qu'on va faire avec du Power BI et qui nous permet de récupérer les données assez rapidement. Dernière chose, étant donné qu'on est dans du SharePoint et du Microsoft 365, on va pouvoir intégrer des visuels dans Teams. Donc là, je vais lancer mon Teams en mode web. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire, par exemple. J'ai créé une équipe qui s'appelle ASAP. Dans cette équipe,
qui est une espèce d'équipe chapeau, hein, un espace Teams chapeau. J'ai créé différents, alors je peux créer différents canaux, hein, et à l'intérieur de ces canaux, je vais pouvoir mettre des onglets personnalisés. Donc là, typiquement, j'ai voulu mettre en place le Project Grid directement dans Teams, bah, je peux le faire. Ça fonctionne exactement comme dans mon navigateur, hein, c'est exactement la même chose. Le portefeuille, pareil, hein, je vais le visualiser directement dans Teams et par exemple, le capacity planning, bah, je peux aussi le visualiser directement dans l'application. Donc là, il est vide, hein, on n'est pas sur la bonne plage de date, mais voilà, on retrouve exactement les mêmes données. Donc vous voyez qu'on va pouvoir, comme ceci, faciliter la communication et la navigation autour de ASAP. Alors, de retour sur mes slides pour vous parler un petit peu d'architecture. Donc, comment ça fonctionne? En fait, comme je vous l'ai répété depuis le début, on est sur un socle Microsoft 365 et Azure. Donc, ça veut dire que on bénéficie de la puissance de SharePoint Online, de la Power Platform et d'Azure. Au niveau de SharePoint Online, on va stocker toutes les informations qui sont liées au projet, toutes les informations qui sont liées aux ressources, les sites projets dans lesquels on stocke les rapports d'état, les risques, les documents, etc. Et bien d'autres choses. C'est-à-dire que derrière, on va pouvoir potentiellement, s'il vous manque des choses, on peut tout à fait venir personnaliser le site SharePoint qui nous sert de tour de contrôle, hein, sur l'application, et on va pouvoir venir étendre en fait le modèle. Également, on va pouvoir mettre en place des choses autour de la Power Platform. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait créer des formulaires spécifiques en Power Apps. Et bien évidemment, on va pouvoir créer des rapports Power BI. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être offertes par la Power Platform. On pourrait même imaginer, je ne l'ai pas mis sur le graphique, mais la mise en place de flux de travail, hein. On pourrait tout à fait utiliser la brique Power Automate pour, par exemple, notifier un certain nombre de collaborateurs à la création d'un nouveau projet ou à la modification de certains critères. Donc ça, c'est tout à fait possible. Là où on a fait évoluer l'application, c'est sur la partie Azure. En fait, le retour d'expérience de nos 10 ans de ASAP Server nous ont appris qu'il ne fallait pas stocker trop d'informations dans SharePoint. Et donc, on a pris la décision de déporter en fait le plan de charge et notre future feuille de temps directement dans Azure. Donc là, on va stocker en fait l'ensemble de ces informations directement dans Azure, dans des bases Azure SQL. Donc voilà un petit peu l'architecture globale du produit. Gardez bien à l'esprit, hein, c'est très, très important que c'est modulaire. Donc ça veut dire que si vous me dites: «Ah oui, mais moi je ne veux pas utiliser la Power Platform», bah, très bien, on peut tout à fait s'en passer et ne déployer que la partie SharePoint. Également, si il n'y a pas forcément une stratégie autour d'Azure, bah, on peut aussi décider de ne pas déployer telle ou telle brique. C'est complètement modulaire, hein. C'est ça qui est vraiment intéressant dans l'application. En termes de roadmap, alors la genèse en 2013, donc aujourd'hui, ASAP Server continue sur sa propre branche, hein. Ça veut dire qu'on ne vient pas apporter de nouvelles fonctionnalités, ou en tout cas, il n'y a pas de fonctionnalités majeures qui ont été développées sur ASAP Server. Nous, on va plutôt travailler sur la branche cloud, hein, la branche online. Et l'idée, en fait, de la roadmap, c'est, on va dire qu'il y a 3 axes de travail là pour la fin de l'année et l'année prochaine. Ça va être d'une part la feuille de temps. On veut absolument mettre en place un module de feuille de temps à l'intérieur de ASAP Online. C'est un module qui existait déjà dans ASAP Server, donc bah, l'idée c'est de reprendre un petit peu les principes de la feuille de temps, mais en mode cloud, ce qui veut dire que, comme je l'avais marqué sur le slide d'avant, on va être sur quelque chose stocké dans Azure. Deuxième axe, les visuels. L'idée, c'est de pouvoir enrichir les dashboards. Donc, aujourd'hui, on a des camemberts, on a des diagrammes en barre. L'idée, c'est de venir ajouter des diagrammes de type ligne et également des radars. Ça va être des visuels qui vont arriver assez rapidement dans la boîte à outils de ASAP.
Et également, on veut retravailler, enfin en tout cas apporter un petit peu plus de valeur sur un pack de rapports Power BI. Donc l'idée, c'est aussi de mettre à disposition quelque chose courant 2025 sur du Power BI. Bon, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'attendre la sortie du pack de rapports. On peut très bien designer des visuels complètement à votre main, hein. Donc c'est aussi tout à fait possible. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon.